Je m'appelle Christine Andeley, et j'ai 34 ans. La veille de Noël dernier, je suis arrivé en retard à la fête de famille, et la première chose que j'ai entendue à travers la porte d'entrée, c'était mes parents qui levaient leur verre. La voix de mon père résonnait clairement, à travers le bois. Dieu merci, Christine ne s'est pas pointée. Ma sœur a ri. Personne ne veut d'elle ici, de toute façon. Toute la pièce a fait teinter ses verres. Je me tenais sur le porche, avec la neige qui s'accrochait dans mes cheveux, entendant le moindre mot. Mais ce toast n'était pas la raison, pour laquelle j'avais appelé mon avocat. Cela s'était produit 3 semaines plus tôt, lorsque j'ai découvert que quelqu'un avait contracté une hypothèque de 285 000 $, sur la maison que je possède, en falsifiant ma signature. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, prenez un moment pour cliquer sur le bouton d'abonnement, et laissez votre position ainsi que votre heure locale, dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener au mois d'août, la nuit où j'ai remarqué, pour la première fois, que quelque chose n'allait pas avec mon courrier. J'ai grandi à Ridgemont, en Pennsylvanie. L'une de ces villes où tout le monde connaît votre voiture, et où votre code de crédit vous suit, jusqu'à l'office du dimanche. La maison de mes parents se trouve sur Oakland, une demeure de style colonial blanc, avec des volets noirs, et un mât de drapeau, que mon père a installé, l'année où il a perdu sa licence d'entrepreneur. Il hisse toujours le drapeau, chaque matin. Je suis la fille cadette, celle sur qui on peut compter, celle qui répond au téléphone à minuit, quand la chaudière tombe en panne, ou quand l'assurance expire, ou encore quand le restaurant a besoin d'une injection de liquidité, pour survivre un trimestre de plus. Ma sœur Diane a 5 ans de plus, elle est plus bruyante, plus jolie selon notre mère, et elle est le centre incontesté, de chaque réunion de famille. Elle a ouvert un endroit appelé Rive Stable, il y a 4 ans, avec son mari Greg. De la ferme à la table, des briques apparentes, tout le package de rêve. Je lui ai prêté 50 000 $, pour l'aider à se lancer. Elle n'a jamais signé de billet à ordre. Elle n'a jamais mentionné le fait de me rembourser. Au cours des 8 dernières années, j'ai signé des chèques totalisant plus de 100 000 $, pour cette famille. 15 000 pour l'opération du genou de mon père, quand son assurance a expiré. 20 000 pour un nouveau toit sur la maison de ma mère, après une tempête pour laquelle elle aurait pu déposer une réclamation, mais ne l'a pas fait. Encore 12 000 quand mon père devait des arriérés d'impôts, et que le fisc a commencé à envoyer des lettres recommandées. À chaque fois que j'abordais la question du remboursement, la réponse était la même. Ma mère pleurait à moitié, et chuchotait, « Nous sommes une famille, Christine, pas une banque. » Mon père redressait les épaules, et disait quelque chose à propos de la loyauté. Diane levait les yeux au ciel, et m'appelait la comptable, non pas comme un titre professionnel, mais comme une insulte. Voici la partie qui compte. Je possède 2 propriétés. Ma maison, que j'ai achetée à 28 ans, avec l'argent que j'ai économisé en travaillant 60 heures par semaine. Et une propriété locative que j'ai achetée à 31 ans, la même maison où mes parents et la famille de Diane vivent, sans payer de loyer, depuis 2 ans. Je n'ai jamais demandé de gratitude. Je m'attendais juste, à ce qu'ils ne me volent pas. Tout a commencé avec une enveloppe manquante. Le 14 août, un mercredi. J'ai vérifié ma boîte aux lettres après le travail, comme je le fais toujours. Les clés dans une main, le sac dans l'autre, mais il n'y avait rien de mon gestionnaire de prêt hypothécaire. Pas de relevé, pas d'analyse annuelle de compte séquestre, rien non plus de l'évaluateur du comté. J'ai laissé couler pendant une semaine. Le courrier se perd, parfois. Puis 2 semaines ont passé, avec rien d'autre que des prospectus, et des offres de cartes de crédit. Aucune correspondance bancaire, du tout. J'ai appelé le bureau de poste, un vendredi matin. La femme au bout du fil a cherché mon adresse, et est restée silencieuse pendant un moment. « Madame, il y a un ordre de réacheminement sur votre courrier. Tout est redirigé. » Vers où? Elle m'a lu l'adresse. 614 Oakland, Ridgemont, la maison de ma mère. Je suis resté assise dans ma voiture, devant le bureau de poste, pendant 11 minutes. Je le sais, parce que j'ai regardé l'horloge du tableau de bord, pendant que mes mains devenaient glacées, sur le volant. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à l'application de surveillance de crédit que j'utilise depuis mes 26 ans, et j'ai extrait mon rapport. C'était là, une nouvelle hypothèque, de 285 000 $, ouverte le 9 juillet, inscrite contre ma résidence principale.
La maison que je possédais libre de toute dette, sans aucun privilège existant. Le prêteur était une banque régionale, que je n'avais jamais contactée. Le type de prêt était un refinancement, avec retrait de liquidité. Et la demande affichait mon nom, mon numéro de sécurité sociale, ainsi que ma signature, sur chaque page. J'ai zoomé sur la signature. J'ai signé mon nom des dizaines de milliers de fois, sur des déclarations d'impôts, des rapports d'audit, des documents de clôture. Je connais chaque boucle et chaque inclinaison de ma propre écriture, de la façon dont un musicien connaît l'harmonisation de ses propres accords. Cette signature était proche, mais le trait descendant sur le bave de Handley était incorrect. Quiconque l'avait signé, avait appuyé trop fort en haut, et relâché la pression en bas. Je fais l'inverse. La signature sur la demande de prêt hypothécaire était la mienne. Sauf que, je ne l'avais jamais signée. J'ai appelé Nathan Ferry, le lendemain matin. C'est un avocat spécialisé en droit immobilier, situé à 2 villes de là, pas un ami, pas une faveur de connaissance. Je l'ai trouvé grâce à l'annuaire du barreau de l'État, et j'ai payé ses honoraires de base avec un chèque de banque. Nathan ne fait pas la conversation pour ne rien dire. Il m'a posé 3 questions. Ai-je autorisé quelqu'un à agir en mon nom? Non. Ai-je signé une procuration, à un moment quelconque? Non. Connaissais-je la notaire, indiquée sur les documents? J'ai regardé le nom, Linda Puy. C'est l'amie de ma mère, ai-je dit. Elle joue au bridge le jeudi. Nathan a expiré par le nez, le genre de souffle qui en dit plus long qu'un paragraphe. Je vais avoir besoin des documents hypothécaires originaux, de la part du prêteur. Je les demanderai en vertu de la disposition sur les enquêtes pour fraude. En attendant, ne contactez pas la notaire. Ne contactez personne lié à cela. Dans les 10 jours, il a obtenu les documents, la demande originale, le relevé de clôture, et la page de signature notariée. Il les a étalés sur sa table de conférence, et a placé ma véritable signature, tirée de ma plus récente déclaration d'impôt, à côté d'eux. Le motif du tracé est incohérent, a-t-il dit, en pointant avec le capuchon d'un stylo. La répartition de la pression, l'espacement des lettres, la façon dont le C majuscule se connecte au H minuscule. Un analyste en écriture le confirmerait en un jour, mais je peux déjà vous dire que ce n'est pas votre main. Il s'est adossé à sa chaise. La notaire, Linda Puy, a certifié qu'elle vous a vu signer en personne, le 9 juillet. Étiez-vous à Ridgemont le 9 juillet? J'ai ouvert mon calendrier. Le 9 juillet, j'étais à Philadelphie, à un séminaire de formation continue. 47 autres comptables m'y ont vu. J'avais le reçu d'inscription, et l'horodatage d'un parking. Nathan a fermé le dossier. Ce n'est pas juste de la fraude, c'est un crime. Je ne savais toujours pas qui était derrière tout ça. Une partie de moi, la partie qui croyait encore en la famille de Oakland, espérait que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Nathan a retracé l'argent en 4 jours. Les 285 000 $ ont été déboursés par le prêteur, sur un compte intitulé Handley Family Trust, fiducie de la famille Handley. Je n'avais jamais créé de fiducie. Je n'en avais jamais autorisé une. Le compte avait été ouvert 2 semaines avant la clôture de l'hypothèque, en utilisant mon numéro de sécurité sociale, et une boîte postale enregistrée à l'adresse de ma mère. À partir de là, l'argent a été divisé en 3 virements distincts. 180 000 $ sont allés sur un compte professionnel pour Rivestable LLC, le restaurant de Diane. Le même restaurant, dont elle disait à la famille qu'il était florissant. Le même restaurant, pour lequel je lui avais déjà prêté 50 000 $ afin de démarrer. 65 000 $ sont allés sur un compte chèque personnel au nom de mon père, Richard Handley, l'homme qui m'avait dit que la loyauté comptait plus que les reçus. 40 000 $ sont allés à ma mère, Patricia Handley, la femme qui pleurait, à chaque fois que je demandais à être remboursé. Je suis resté assise dans le bureau de Nathan, et j'ai lu les confirmations de virements bancaires, une par une. Chaque ligne portait un nom que je connaissais depuis toujours. Chaque dollar était une décision, que quelqu'un de ma famille avait prise, pendant que j'étais à 60 km de là, à gagner l'argent qu'ils étaient en train de dépenser. Nathan a attendu que je lève les yeux. Les documents de formation de la fiducie désignent votre sœur comme l'organisatrice, a-t-il dit. C'est elle qui a déposé les documents auprès de l'État. Elle a organisé la venue de la notaire. Elle a soumis la demande de réacheminement du courrier,
pour détourner vos relevés bancaires. Diane, l'enfant gâté, celle qui m'appelait la comptable comme si c'était une insulte. Elle n'avait pas seulement emprunté sur le dos de ma maison. Elle avait monté toute l'opération. Recruté nos parents, engagé leur ami pour notarier un faux, détourner mon courrier pour que je ne m'en aperçoive pas. Tout cela, pour sauver un restaurant qui était déjà en train de couler, et pour financer des modes de vie, qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre. J'ai continué à lire les chiffres. Chaque ligne était un membre de la famille. Chaque dollar était un mensonge. Nathan m'a exposé la situation, de la façon dont on lirait à un patient les résultats de ses analyses. Calme, précis, sans prendre de gants. Si ce prêt fait l'objet d'un défaut de paiement, et ce sera le cas car personne ne fait les paiements, le prêteur saisira votre résidence principale, votre maison, celle où vous vivez réellement. J'ai hoché la tête. Je connaissais déjà cette partie-là. Mais voici ce que vous n'avez peut-être pas pris en compte. Vous détenez une licence de CPA et expert comptable. Votre cabinet effectue des vérifications d'antécédents et de crédits chaque année. Une saisie sur votre dossier ne vous coûte pas seulement la maison. Cela met en péril le renouvellement de votre licence. Cela signale comme à risque chaque audit professionnel auquel vous avez touché. Je l'ai senti, à ce moment-là. Le poids de ce qu'ils avaient fait, prenant une forme que je pouvais mesurer. Ils n'avaient pas seulement volé de l'argent. Ils avaient lancé un compte à rebours sur tout ce que j'avais construit depuis que j'avais 22 ans. Alors, quelles sont mes options, ai-je demandé. Nathan les a énumérées. Déposer un rapport pour fraude auprès du procureur du comté. Déposer une plainte civile pour récupérer les 285 000 $, plus les dommages et intérêts. Demander une injonction d'urgence pour geler l'hypothèque afin que le prêteur ne puisse pas entamer la procédure de saisie tant que l'enquête pour fraude est active. Et la propriété locative. Ai-je dit. Il m'a regardé. Ils y vivent sans payer de loyer. Pas de bail, pas d'accord. Ils sont là depuis 2 ans, et maintenant ils dépensent mon argent pour faire des rénovations dans leur restaurant, pendant qu'ils dorment sous mon toit. Alors, nous préparons un avis d'expulsion, par les voies légales, un préavis écrit de 30 jours. S'ils ne quittent pas les lieux, nous demanderons une ordonnance du tribunal. J'ai tout autorisé. Chaque dépôt, chaque motion, chaque lettre. Mais j'ai dit une chose à Nathan. Je ne voulais pas encore les confronter. Je voulais que chaque document soit signé, scellé et exécutoire, avant que quiconque dans ma famille n'entende un mot de ma part. Il a accepté. La préparation n'est pas de la vengeance, a-t-il dit. C'est de la diligence raisonnable. Pendant que j'étais assise dans le bureau d'un avocat, à lire des reçus de virements bancaires, ma famille continuait sa vie, comme si rien n'avait changé. Diane a publié 3 fois sur Instagram, cette semaine-là. La première était une photo du nouveau salon VIP du Rivestable, des poutres apparentes, des suspensions lumineuses, des banquettes en cuir. En pleine expansion vers notre prochain chapitre, disait la légende, avec un emoji champagne. 180 000 $ de mes capitaux volés, transformés en contenu Instagram. La deuxième publication, c'était les Grecs dans un bar à vin en ville, portant des écharpes assorties. Soirée en amoureux avec mon meilleur ami. J'ai calculé le temps de trajet, 2 heures depuis Ridgemont. Ils utilisaient ma propriété locative comme base gratuite, et mon hypothèque falsifiée comme ligne de crédit. Et ils buvaient du Pinot à Philadelphie. Ma mère a appelé, un mardi soir. Sa voix avait cette douceur particulière, qu'elle utilise quand elle veut que les choses paraissent normales. Nous fêtons le réveillon de Noël à la maison, cette année. Toute la famille. Je prépare le jambon. Ta tante Suzanne apporte sa tarte. Tu devrais venir, ma chérie. Tu nous manques. La maison. Ma maison. La propriété locative que je possédais, et qu'ils occupaient sans payer un centime. Elle m'invitait dans ma propre propriété, comme si elle me faisait une fleur. J'ai dit que j'y réfléchirais. Mon père m'a envoyé un texto le lendemain. Le restaurant de ta sœur marche très bien. Tu devrais être fier. J'ai fixé cette phrase, pendant un long moment. Fier d'une entreprise financée en falsifiant mon nom, sur un prêt d'1/4 de million de $. J'ai sauvegardé la capture d'écran du texto, avec l'horodatage. Ensuite,
l'invitation officielle est arrivée dans ma véritable boîte aux lettres. Une carte imprimée avec des bordures de houx. Réveillon de Noël, 18h. 614 Oakland. Ils organisaient une fête dans ma propriété locative, pour toute ma famille élargie, sans même me demander s'ils pouvaient utiliser la maison. J'ai posé la carte sur le comptoir de ma cuisine, et je l'ai laissée là, pendant 3 jours. Je me suis dit que je leur donnerais une dernière chance. Non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que j'avais besoin de savoir, avant de signer les papiers définitifs, s'il existait une version de cette histoire, où ils assumeraient ce qu'ils avaient fait. J'ai appelé mon père, un samedi matin. Il a décroché à la 2e sonnerie, déjà au beau milieu d'une phrase concernant un match de football. « Papa, ai-je dit, j'ai besoin de te demander quelque chose. » « Bien sûr, ma chérie. »« Sais-tu quelque chose, à propos d'une hypothèque sur ma maison ?» 3 secondes de silence. Je les ai comptées, en regardant l'horloge de mon micro-ondes. « De quoi parles-tu » ? Il y a un prêt de 285 000 $, contracté à mon nom, contre ma résidence principale, avec une signature falsifiée. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, étouffée, pressante, le ton montant, comme si elle le coachait depuis l'autre bout de la pièce. Mon père s'est éclairci la gorge. C'est ridicule. Tu as probablement oublié que tu avais signé quelque chose. Il n'a pas précisé quoi. Il n'a pas demandé quel prêteur. Il n'a pas réagi de la manière dont une personne réagit lorsqu'elle apprend que sa fille a été victime d'usurpation d'identité. Il a réagi comme réagit une personne qui a été prise en flagrant délit. Je n'ai pas oublié, papa. Christine, tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à l'argent. C'est pour ça que personne ne veut de toi dans les parages. C'était là, la même phrase que j'allais entendre à nouveau, 3 semaines plus tard, à travers une porte d'entrée fermée, le soir de Noël. Il l'a répété déjà. J'ai entendu ma mère chuchoter, de nouveau. Je n'arrivais pas à distinguer les mots, mais j'ai reconnu le rythme. Court, sec, instructif. Elle lui disait quoi répondre. J'ai des documents, ai-je dit, la notaire s'appelait Linda puis. La ligne a été coupée. Il n'a pas raccroché doucement. Il n'a pas dit au revoir. L'appel a juste été rompu. De la façon dont les gens mettent fin aux conversations, quand le prochain mot qui sortirait de leur bouche, serait un aveu. 22 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Diane. Sa voix avait ce calme étudié, celui qu'elle utilise au restaurant, quand un client se plaint de l'attente, et qu'elle veut le faire se sentir stupide d'avoir posé la question. Christine, maman pleure. Qu'est-ce que tu as dit à papa? J'ai posé des questions sur l'hypothèque falsifiée. Une pause. Je pouvais entendre sa respiration changer. Plus courte, plus saccadée. Le son de quelqu'un, en train de recalculer sa stratégie. Mon Dieu, c'est reparti. Tu as toujours été paranoïaque. La notaire s'appelait Linda puis, la partenaire de bridge de maman. 5 secondes. Rien. J'ai laissé le silence s'installer. Écoute, a dit Diane, et sa voix est devenue plus dure, le masque d'hôtesse glissant. Même si quelqu'un a emprunté sur ta maison, tu dois quelque chose à cette famille. Tu nous es redevable. Je dois à cette famille 285 000 $ de fraude? Tu as 2 maisons, Christine. 2. Nous n'avons rien. Papa a perdu son entreprise. Mon restaurant est sous l'eau. Maman n'a pas eu de nouveau manteau depuis 3 ans. Et tu restes perché dans ta petite vie bien rangée, à compter ton argent et à nous juger. Diane, le virement envoyé aux rives stables, s'élevait à 180 000 $. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais presque entendre les rouages tourner, dans sa tête. Le moment où elle a réalisé que je ne savais pas seulement pour le prêt, je savais où l'argent était allé. Qui t'a dit ça? C'est dans les dossiers bancaires. Elle s'est reprise rapidement. Diane le fait toujours. Très bien. Très bien. Alors on a utilisé l'argent. Et alors? Tu aurais dit non, si on te l'avait demandé. Alors tu as falsifié ma signature, à la place. J'ai fait ce que je devais faire, pour cette famille. Quelque chose que tu n'as jamais compris. J'ai donné à cette famille plus de 100 000 $, Diane. Et tu nous l'as rappelé,
à chaque fois. Elle a raccroché. Mais elle avait déjà confirmé ce dont j'avais besoin. Elle était au courant pour le prêt. Elle le savait, parce que c'est elle qui avait tout monté. Le lendemain matin, j'ai envoyé l'email. Il leur a été envoyé à tous les trois, mon père, ma mère, ma sœur, avec Nathan en copie. En tête professionnelle, paragraphe numéroté, aucune émotion. Les conditions étaient simples. Rembourser les 285 000 $ dans un délai de 30 jours. Libérer la propriété locative au 614 Oakland, dans un délai de 30 jours. Coopérer à un audit médico-légal indépendant, de tous les comptes liés à l'Andley Family Trust. Le non-respect de ces conditions entraînerait une action en justice civile, un signalement pour fraude criminelle, auprès du procureur du comté, et une demande d'urgence pour expulsion. Je l'ai signé avec mon nom légal complet, Christine Monsieur Andley. 3 jours ont passé, aucune réponse. Pas un appel, pas un texto, pas même un accusé de lecture de l'email. Le 4e jour, ma mère m'a envoyé un texto. Si tu fais ça, tu n'auras plus de famille. Est-ce ce que tu veux? Je l'ai lu, assise à la table de ma cuisine, avec une tasse de café qui refroidissait dans ma main. Dehors, les premières gelées de décembre avaient rendu le jardin tout argenté. Je pouvais voir ma respiration contre la vitre de la fenêtre. Elle n'a pas nié la fraude. Elle n'a pas promis de rembourser l'argent. Elle ne s'est pas excusée. Elle est passée directement au seul moyen de pression qu'elle ait jamais eu sur moi, la menace de l'exil. Pendant 34 ans, cette menace avait fonctionné. À chaque fois que je ripostais, à chaque fois que je demandais de les quitter, quelqu'un dans ma famille me rappelait que les liens du sang devaient l'emporter sur tout le reste. Et je cédais. Je payais. Je pardonnais. Parce que l'alternative, être seul, semblait pire que d'être utilisé. J'ai posé le téléphone sur la table, l'écran vers le haut, son message toujours allumé. Elle m'a demandé si je voulais perdre ma famille. Mais ma famille avait déjà décidé de me perdre. Ils avaient fait ce choix, le jour où ils avaient falsifié mon nom, et partagé l'argent en 3. J'étais donc là, à leur donner 30 jours, une porte de sortie claire, et ils répondaient par le silence, et en essayant de me culpabiliser. Je veux vous demander quelque chose de sincère. Si quelqu'un falsifiait votre nom, sur un prêt de 285 000 $, est-ce que 30 jours vous sembleraient généreux, ou insuffisants? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire fait écho à la vôtre, cliquez sur ce bouton j'aime. Cela aide d'autres personnes à trouver cette vidéo. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. 16 décembre, Nathan m'a appelé à 16 h. Le tribunal a accordé l'ordonnance d'urgence. J'ai posé mon stylo. Donnez-moi les détails. 2 parties. Premièrement, l'hypothèque est gelée. Le prêteur ne peut pas procéder à la saisie, tant que l'enquête pour fraude est ouverte. Votre maison est protégée. Et la deuxième partie, c'est l'ordonnance d'exécution d'urgence, pour la propriété locative. Le tribunal a trouvé des preuves suffisantes de fraude, liées à l'utilisation de la propriété. Les occupants sont les bénéficiaires de documents falsifiés, utilisés contre le propriétaire. Le juge a signé ce matin. Quand est-elle applicable? Le 24 décembre. C'est la date à laquelle le tribunal a planifié la fenêtre d'exécution. Le réveillon de Noël. J'ai fermé les yeux, de tous les jours du calendrier. Le tribunal ne tient pas compte des jours fériés, lorsqu'il y a une fraude active sur un bien immobilier, a dit Nathan, comprenant mon silence. Le registre du juge était plein. C'était le premier créneau disponible. J'ai conduit jusqu'à son bureau le lendemain matin, et j'ai tout signé. 3 copies de l'ordonnance d'urgence. L'autorisation pour le département du shérif, de signifier et de faire appliquer l'ordonnance. Une déclaration sous serment détaillée, joignant les documents hypothécaires falsifiés, les registres de virements bancaires, la certification du notaire, et mes preuves d'alibi du 9 juillet. Ma main a tremblé, quand j'ai signé la dernière page. Pas de peur, mais de la compréhension, que cette signature, ma vraie signature, effaçait la possibilité de revenir, à ce que nous étions. Nathan a fait glisser une enveloppe Kraft, à travers la table. À l'intérieur, il y avait une copie complète de tout le dossier. Chaque document, chaque reçu, chaque relevé bancaire.
Au cas où vous auriez besoin de montrer à quelqu'un ce qui s'est passé exactement, a-t-il dit. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac. Elle ne pesait presque rien, mais elle portait l'histoire entière, de la façon dont ma famille avait choisi l'argent plutôt que moi. Maintenant, j'avais 16 jours à attendre. Nathan s'est coordonné avec le bureau du shérif du comté, le 18 décembre. Je n'étais pas présente lors de cet appel, mais il m'a expliqué le déroulement par la suite. L'adjoint Martinez, l'officier assigné à notre affaire, a confirmé la logistique. L'ordonnance d'exécution serait active, à partir de midi, le 24 décembre. Si je contactais le département du shérif à cette date, des adjoints se rendraient sur la propriété, pour signifier l'ordonnance, et s'assurer de sa conformité. Que se passe-t-il s'il refuse de partir, ai-je demandé à Nathan au téléphone. C'est à cela que servent les adjoints. L'ordonnance a une autorité judiciaire. Le refus d'obtempérer constitue un outrage au tribunal. Et s'il y a d'autres personnes dans la maison, des invités. Les invités ne sont pas nommés dans l'ordonnance, on leur demandera de quitter les lieux, mais ils ne feront l'objet d'aucune action en justice. L'ordonnance vise les occupants nommés, vos parents, et votre sœur. Je suis passé en voiture, devant la propriété locative ce soir-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais besoin de la voir. La maison était illuminée pour Noël. Des lumières blanches le long du toit, une couronne sur la porte d'entrée, une de ces couronnes pleines et chères, avec des pommes de pin et un nœud en velours. À travers la fenêtre de devant, je pouvais voir la table de la salle à manger, déjà dressée, avec un chemin de table et des bougies. 6 voitures dans l'allée, d'autres dans la rue. Ils préparaient un grand rassemblement dans ma maison, payé avec mon argent, décoré avec la confiance de personnes, qui croyaient s'en être tirées à bon compte. J'ai continué ma route, sans m'arrêter. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto de Diane. J'espère que tu viendras à la fête. Mettons toutes ces absurdités derrière nous. Des absurdités. 285 000 $ de dettes falsifiées, une fraude menaçant ma carrière, un crime financier de niveau fédéral. Et elle appelait ça des absurdités. Je n'ai pas répondu. J'ai réglé mon réveil à 7 heures du matin, pour le 24 décembre. Le 23 décembre, ma maison était calme. J'avais un petit sapin dans le salon, un sapin de Douglas d'1,20 m, venant du stand de la route 9. Je ne l'avais pas décoré. Il trônait sur son socle près de la fenêtre, sentant le pain froid, et portant toujours le filet en plastique du magasin. Je n'arrêtais pas de me dire que j'allais y mettre des boules. Je ne l'ai jamais fait. J'ai ouvert un album photo, ce soir-là. Je ne garde pas beaucoup de photographies physiques, mais il y a un album de mon enfance, que j'ai emporté à chaque déménagement. La couverture est en tissu, légèrement décolorée, tenue par des anneaux en laiton. Page 6. Le matin de Noël, 1998. J'ai 8 ans, assise sur les genoux de mon père devant le sapin. J'ai les cheveux en 2 tresses. Je tiens un ours en peluche, avec un nœud rouge. Ma mère se tient derrière nous, une main sur l'épaule de Diane, l'autre tendant le bras vers le retardateur de l'appareil photo. Diane sourit à l'objectif, avec ce sourire radieux et naturel, qu'elle a toujours eu. Mon père me regarde. J'ai étudié son visage sur la photographie. Il avait l'air fier. Il avait l'air d'un homme, qui ne falsifierait jamais le nom de sa fille, sur un document de prêt. J'ai fermé l'album, et je l'ai posé sur l'étagère. Pas de larmes, juste une longue expiration, qui a embué la vitre de la fenêtre. À 23h47, j'ai appelé Nathan. Tout est en place. Oui. L'adjoint Martinez est de service demain, à partir de midi. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler. Et si je n'appelle pas? Alors l'ordonnance reste en attente. Elle est valide pendant 72 heures. Vous pouvez choisir quand, ou si, vous voulez l'activer. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Je suis resté assise dans le noir pendant un moment, regardant les phares balayer le plafond, depuis la route à l'extérieur. Demain, j'entrerai dans cette maison pour la dernière fois. Non pas comme leur fille, mais comme la propriétaire. Réveillon de Noël, 16h58. J'ai conduit jusqu'au 614 Oakland, avec l'enveloppe Kraft sur le siège passager, et mon téléphone dans le porte-gobelet. Le soleil était déjà descendu, derrière la ligne des arbres, et le ciel avait ce violet meurtri,
qu'on ne voit qu'en décembre en Pennsylvanie. La rue était bondée. J'ai compté 23 voitures. La Buick de mes parents, le SUV de Diane, le pick-up de Greg, la berline d'oncle Tom, le minivan de tante Suzanne, et une longue file de cousins et d'amis de la famille, s'étirant des deux côtés de Oakland. La maison brillait de lumière, à chaque fenêtre, les lumières du porche, les guirlandes lumineuses que mon père avait montées, le long des gouttières. À travers la baie vitrée, je pouvais voir la salle à manger, la longue table, la belle porcelaine, qui était en fait la porcelaine de ma grand-mère, des pièces que ma mère s'était appropriées des années plus tôt, sans rien demander. Des bougies brûlant dans des bougeoirs en argent, une dinde rôtie sur un plat, des gens se déplaçant dans la pièce, avec des verres de vin et des assiettes en carton, riant, s'étreignant, s'installant sur les chaises. Je me suis garé 3 maisons plus loin, et j'ai coupé le moteur. La voiture cliquetait en refroidissant. La neige avait commencé à tomber. De légers flocons épars, dérivant dans la lueur du lampadaire. J'avais 40 minutes de retard, et c'était fait exprès. Je voulais que tout le monde soit assis, que tout le monde soit à l'aise, et que tout le monde soit présent. Je suis sorti de la voiture, et j'ai marché sur le trottoir. Mes talons claquaient, sur le béton salé. L'enveloppe était dans la poche de mon manteau, épaisse, rigide, impossible à ignorer contre mes côtes. À la porte d'entrée, je me suis arrêté, j'ai posé la main sur la poignée, et j'ai écouté. La musique, d'abord. White Christmas, la version de Bing Crosby, jouant sur l'enceinte Bluetooth que Diane apporte toujours. Le cliquetis des couverts, le rire d'un enfant. Puis la voix de mon père, s'élevant au-dessus du reste, avec la cadence inimitable d'un toast. À un merveilleux Noël. Et Dieu merci, Christine ne s'est pas pointée. Les verres ont tinté. La pièce a applaudi. La voix de Diane a suivi. Brillante, et théâtrale. La voix qu'elle prend, quand elle joue devant un public. Personne ne veut d'elle ici, de toute façon. Tout ce qu'elle fait, c'est agiter son carnet de chèques, et se comporter avec supériorité. Des rires. Pas des rires nerveux. Des rires confortables. Le genre qui vient d'une pièce remplie de gens, qui ont déjà entendu ce scénario, et qui apprécient la chute. Ma mère, elle reviendra en rampant. Elle le fait toujours. Le beau-frère de l'oncle Tom, un homme nommé Dean dont je me rappelle à peine le visage, est intervenu. La fille a besoin d'apprendre sa place. Encore des rires. Quelqu'un a rempli un verre. La musique continuait de jouer. Je me tenais sur ce porche, avec la neige qui se déposait sur mes épaules, et j'entendais ma famille entière s'accorder, une voix à la fois, sur le fait que le problème, c'était moi. La femme qui avait payé leur facture médicale, financé leur restaurant, et les avait logés gratuitement. J'étais la blague qu'ils racontaient, à leur fête de Noël volée. Ma mâchoire s'est crispée. Mes doigts se sont recroquevillés autour de l'enveloppe dans ma poche, jusqu'à ce que les bords s'enfoncent dans ma paume. Je pouvais sentir le froid s'infiltrer à travers mon manteau, engourdissant mes oreilles, raidissant mon visage. Pendant un moment, juste un moment, j'ai imaginé entrer, claquer le dossier sur la table, et hurler chaque chiffre, chaque virement, chaque lettre falsifiée. Je ne l'ai pas fait. J'ai reculé d'un pas. Puis de 2, descendant les marches du porche, traversant la pelouse, retournant à ma voiture. J'ai ouvert la portière du conducteur, je me suis assise, et je l'ai refermée doucement. L'intérieur était glacial. Mon souffle sortait en petits nuages blancs. J'ai sorti mon téléphone, fait défiler l'écran jusqu'au numéro de Nathan, et j'ai appuyé sur appel. Il a répondu à la première sonnerie. Il s'y attendait. Je suis là, ai-je dit. Ils sont tous à l'intérieur. Je vais prévenir l'adjoint Martinez, a dit Nathan. 15 minutes. 15 minutes, ai-je répété. Est-ce que ça va? J'ai regardé à travers le pare-brise la maison, la lumière s'échappant de chaque fenêtre, ma famille au chaud, nourrie et rieuse, à l'intérieur de murs que j'avais payés. Je vais bien. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone sur le tableau de bord, et j'ai refermé mes mains autour du volant. Le cuir était glacial. Je n'ai pas allumé le moteur. Je n'ai pas mis le chauffage. Je suis resté assise dans le silence, et l'obscurité, dans la neige. Et j'ai attendu. 3 minutes. White Christmas s'est terminé à l'intérieur de la maison.
Une chanson de Nat King Cole a commencé. Je l'entendais faiblement, à travers les fenêtres fermées. Juste la ligne de basse, et la mélodie, flottant à travers la cour. 5 minutes. Une cousine que j'ai reconnue, Jenny, la fille de l'oncle Tom, est sortie sur le porche, pour prendre un appel. Elle ne m'a pas vu. Elle a ri dans son téléphone, a tapé des pieds contre le froid, et est rentrée. 7 minutes. Des phares au bout de la rue. Lent, délibéré. J'ai regardé la première voiture du shérif, tourner sur Oakland, puis une deuxième, juste derrière elle. Ils roulaient sans sirène, juste le grondement sourd des moteurs, et le lent balayage de leurs phares, sur les voitures garées et les boîtes aux lettres. 12 minutes. Les deux véhicules se sont arrêtés, devant le 614. Les adjoints sont sortis. L'adjoint Martinez, et un partenaire que je ne connaissais pas. Ils ont ajusté leur ceinture, vérifié leurs papiers, et ont remonté le même chemin, que j'avais emprunté 10 minutes plus tôt. 15 minutes. L'adjoint Martinez a frappé à la porte d'entrée. 3 coups fermes. Le genre qui ne ressemble pas à un voisin, ou à des chanteurs de Noël. Le genre qui sonne comme l'autorité. La musique s'est arrêtée. Puis, le silence. Puis la voix de Diane, aiguë et perçante à travers la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? La porte d'entrée s'est ouverte, et l'air chaud de l'intérieur a heurté la nuit froide, comme un mur. Je pouvais le voir depuis ma voiture, ce rectangle de lumière dorée, la silhouette de Diane dans l'encadrement de la porte, et les deux adjoints qui se tenaient droit, sur le porche. L'adjoint Martinez a parlé d'un ton que je pouvais entendre à 20 mètres de là. Clair, rodé, sans précipitation. Bonsoir, madame. Je suis l'adjoint Martinez du bureau du shérif du comté. Nous sommes ici, pour signifier une ordonnance d'exécution d'urgence, émise par la Cour des plaids communs, liée à une fraude financière documentée, impliquant cette propriété. Il doit y avoir une erreur. C'était mon père. Il était arrivé derrière Diane, remplissant l'encadrement de la porte avec ses épaules, comme il le fait toujours quand il se sent menacé. C'est une maison familiale, monsieur. La propriété est au nom de Christine Andley. L'ordonnance du tribunal désigne Richard Andley, Patricia Andley et Diane Andley-Reeves, comme intimés. L'ordonnance exige que tous les occupants nommés, libèrent les lieux, avant minuit ce soir. La pièce derrière eux, s'est figée. Je pouvais voir des silhouettes dans la salle à manger, des gens figés en plein mouvement, une femme tenant une cuillère de service, un homme avec un verre de vin à mi-chemin de sa bouche, des enfants regardant la porte, avec de grands yeux. Diane s'est tournée vers la pièce, les bras écartés, la voix projetée pour avoir un maximum de public. C'est de la folie. Elle fait ça, le jour de Noël. L'adjoint Martinez n'a pas bronché. Madame, le tribunal a fixé la date d'exécution. Je suis ici pour signifier l'ordonnance. Le visage de mon père était visible à travers la contreporte. Rouge, la mâchoire serrée, les yeux scrutant la rue, comme s'il allait apercevoir la personne qui avait appelé. Il a regardé droit devant ma voiture, sans me voir. 23 personnes se tenaient dans cette salle à manger, regardant deux adjoints remettre une ordonnance du tribunal à mon père, la veille de Noël. La dinde était toujours sur la table. Les bougies continuaient de brûler. J'ai attendu que les adjoints soient à l'intérieur, avant de traverser la rue. Mes talons ont cliqueté sur l'allée gelée. J'ai monté les marches du porche. Par la porte ouverte, je pouvais voir toute la pièce. Ma tante serrant le dossier d'une chaise. Ma cousine Jenny, immobile, le manteau à moitié enfilé. Greg Reeves, dans l'encadrement de la porte de la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon, et regardant les adjoints comme un homme, qui regarde sa maison brûlée. J'ai franchi le seuil. Personne n'a parlé au début. Ils m'ont juste regardé, moi dans mon manteau noir, avec l'enveloppe Kraft à la main. Ma mère a été la première à trouver ces mots. Christine, qu'as-tu fait? J'ai posé l'enveloppe sur la table de la salle à manger, doucement, juste entre le plat de la dinde et une corbeille de petits pains. Ce que j'ai fait, c'est protéger ma propriété, des personnes qui ont falsifié mon nom. Un silence. Le genre de silence, qui résonne. J'ai ouvert l'enveloppe, et étalé les documents sur la table. Je n'ai pas bousculé les choses. J'ai posé chaque page à plat, avec le même soin que j'utilise, pour présenter un résumé d'audit à un client.
Clair, ordonné, visible pour tous dans la pièce. La demande de prêt hypothécaire, avec un marqueur à l'endroit où la signature ne correspondait pas. La certification du notaire, signée par Linda Puis, certifiant qu'elle m'avait vu signer en personne, à une date où j'étais à près de 100 km de là. Les registres de virements bancaires. Le compte bancaire pour l'Andley Family Trust, que je n'avais jamais autorisé. 23 Perdieu allait de moi, au papier, et inversement. L'oncle Tom, le frère aîné de mon père, s'est avancé. Il a ramassé le résumé des virements bancaires, et l'a lu, à travers le bas de ses verres à double foyer. Les bougies sur la table vacillaient. La chaudière bourdonnait. Dehors, les gyrophares rouges et bleus des voitures du shérif pulsaient lentement à travers les fenêtres de devant, glissant sur les décorations de Noël, comme une alarme silencieuse. J'ai parlé de la même façon que je parle dans une salle de conférence. Calme, factuel, sans intonation. Je n'ai pas choisi 285 000 $. Une hypothèque ouverte sur ma maison, en utilisant une signature falsifiée, et une notarisation frauduleuse. L'argent a été viré vers 3 comptes. J'ai pointé du doigt la première ligne surlignée, sur le résumé des transferts. 180 000 sont allés à Rive Stable LLC. C'est le restaurant de Diane. Diane a fait un demi-pas en arrière, son verre de vin penché dans sa main. 65 000 sont allés sur un compte chèque personnel détenu par Richard Andley, notre père. Mon père n'a pas bougé. Il fixait la table, comme si elle s'était ouverte sous ses pieds. 40 000 sont allés à Patricia Andley, notre mère. Ma mère a pressé ses 2 mains contre sa bouche. Tante Suzanne, debout à côté d'elle, a lentement retiré son bras de l'épaule de ma mère. L'oncle Tom a reposé le document de virement bancaire sur la table, et a regardé mon père. Sa voix était basse, mais la pièce était suffisamment silencieuse pour que tout le monde l'entende. « Richard, est-ce vrai ?» Mon père n'a rien dit. « Tu m'as dit que Christine t'avait donné cet argent, en août dernier. Tu t'es assis dans ma cuisine, et tu m'as dit qu'elle avait offert d'aider, pour l'entreprise. » Toujours rien. Les mains de mon père pendaient sur les côtés. Son menton est descendu d'1 centimètre. « C'était un mensonge, a dit l'oncle Tom. Ce n'était pas une question. » Autour de la pièce, j'ai vu le changement s'opérer. Ma cousine Jenny a posé son assiette. Dean, l'homme qui avait plaisanté sur le fait que je devais apprendre ma place, a décroisé les bras, et regardé le sol. Tante Suzanne s'est éloignée de ma mère, et s'est dirigée vers le porte-manteau. Personne n'a parlé pour défendre mon père. Personne n'a dit que c'était un malentendu. Les documents étaient sur la table, et les chiffres n'avaient pas besoin d'interprétation. Mon père a parlé le premier. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. Nous allions le rembourser. Je l'ai regardé. Quand? Le prêt à 5 mois. Vous n'avez pas fait un seul paiement. Pas un seul. Il a ouvert la bouche, l'a fermée. Sa main a cherché le dossier d'une chaise, si agrippant comme un homme, qui se stabilise sur un bateau. Diane a changé de stratégie, comme elle le fait toujours, rapidement, sans accroc, en train de recalculer pour son public. Ses yeux se sont remplis de larmes sur commande. Sa voix a chuté dans ce registre tremblant, qu'elle utilise quand elle a besoin que les gens s'apitoient sur son sort. J'étais désespéré, a-t-elle dit. Le restaurant coulait. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai 2 enfants, Christine. 2 enfants. Elle a regardé autour de la pièce, cherchant des alliés. Jenny a détourné le regard. Dean étudiait ses chaussures. Tante Suzanne enfilait déjà son manteau. Ma mère a attrapé ma main. Ses doigts étaient froids et tremblants. Chérie, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons trouver une solution. Ne fais pas ça devant tout le monde. J'ai retiré ma main. Tu as fait suivre mon courrier chez toi, pour que je ne reçoive pas les relevés bancaires. Ce n'est pas une erreur, maman. C'est un plan. Le visage de Patricia s'est effondré. Pas les larmes de comédie, que j'avais vues 100 fois, mais quelque chose de brut. Le visage d'une femme, qui regarde l'histoire qu'elle s'est racontée pendant des mois, s'effondrer en temps réel. J'ai pensé que si tu ne voyais pas les lettres, nous aurions le temps de... De quoi? Rembourser avec de l'argent que vous n'avez pas. Elle n'a pas répondu.
Elle s'est assise lourdement sur la chaise la plus proche, et personne ne s'est avancé pour la réconforter. La pièce s'était divisée sans un mot. La moitié de la famille tendait déjà la main vers ses manteaux. L'autre moitié se tenait figée, observant le désastre. L'adjoint Martinez s'est avancé. Il s'était tenu près de la porte, les mains croisées, laissant la famille gérer la situation. Maintenant, il parlait avec le même ton neutre qu'il avait utilisé sur le pas de la porte. J'ai besoin que les occupants nommés de cette propriété, Richard Handley, Patricia Handley et Diane Handley-Reeves, commencent à libérer les lieux. L'ordonnance du tribunal exige que vous vous y conformiez, avant minuit. La pièce s'est recalibrée. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une affaire légale. Diane a fait volte-face vers la foule, les bras écartés, la voix montant. Allez-vous tous rester plantés là? Elle nous jette dehors à Noël. L'oncle Tom a répondu, avant que quiconque ne puisse le faire. Sa voix était plate. Diane, tu as falsifié sa signature. À quoi t'attendais-tu? La bouche de Diane s'est ouverte, fermée, puis rouverte. Aucun mot n'est sorti. C'était la première fois de ma vie que je voyais ma sœur incapable de parler. Greg Reeves, son mari, l'homme qui s'était tenu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, pendant tout ce temps, a posé son torchon sur le comptoir, et s'est dirigé vers le placard du couloir. Il a sorti son manteau, ses clés, et un sac de sport, qui avait l'air d'avoir déjà été fait. Il n'a pas dit un mot à Diane. Il est passé devant elle, devant les adjoints, et a franchi la porte d'entrée. Son pick-up a démarré, 30 secondes plus tard. Les cousins ont suivi. Jenny, son mari Mark, Dean, et sa femme. Ils sont sortis un par un, murmurant des au revoir à personne en particulier, les yeux baissés, les manteaux zippés jusqu'en haut contre le froid. Tante Suzanne s'est arrêtée à côté de moi, en sortant. Elle m'a serré le bras une fois, brièvement, fermement, et a continué à marcher. Mon père s'est assis en bout de table. L'ordonnance du tribunal était posée devant lui, à côté de la dinde. Il ne l'a pas lue. Il est resté assis là, les mains à plat sur la nappe, à fixer quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. J'ai laissé le dossier sur la table, je me suis retourné, et je suis sorti par la porte d'entrée, sans regarder en arrière. Je veux faire une pause ici, pendant une seconde. Je sais que certains d'entre vous se disent, à Noël, vraiment? Mais rappelez-vous, ils ont falsifié mon nom, sur un prêt de 285 000 $. Ils ont volé mon courrier. Ils ont utilisé ma maison pour une fête, tout en dépensant mon argent. Je leur ai donné un préavis de 30 jours. Ils l'ont ignoré. C'est le tribunal qui a choisi la date, pas moi. Si vous pensez que ce qui s'est passé ensuite était justifié, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé une fois la fête terminée. Le 26 décembre, bureau de Nathan, 9 h. Le dossier est parti dans 3 directions en même temps. Premièrement, un signalement formel pour fraude, au procureur du comté. Le dossier comprenait la demande de prêt hypothécaire falsifié, la comparaison d'écriture, la certification notariée de ligne d'appui, les registres de virements bancaires, traçant l'argent jusqu'aux 3 membres de la famille, et mes preuves d'alibi du 9 juillet. Soit le séminaire de formation continue à Philadelphie, confirmé par les registres d'inscription, et un ticket de parking. Deuxièmement, une plainte au civil contre Richard Handley, Patricia Handley, et Diane Handley-Reeves, pour 285 000 $ de dommages réels, plus les honoraires d'avocat, les frais de dépôt, et des dommages compensatoires, pour l'atteinte à mon crédit et la mise en péril de ma carrière professionnelle. Troisièmement, une plainte formelle, auprès de la Commission des notaires de l'État, contre ligne d'appui, pour avoir certifié une signature, qu'elle n'avait jamais vue. J'ai signé chaque document avec le même stylo, à l'encre noire, ma vraie signature, celle avec le tracé descendant fluide sur le bas, que personne dans ma famille ne pouvait reproduire. Nathan m'a expliqué le calendrier des événements. Le bureau du procureur prend très au sérieux les faux documents hypothécaires. Vous avez affaire à des accusations de crimes graves, faux et usage de faux, fraude hypothécaire, conspiration. L'enquête prendra des semaines, mais une fois que le grand jury verra la trace écrite, les inculpations sont probables. Quant à la notaire, sa licence est suspendue, en attendant l'enquête. Ça s'est passé hier. Ligne d'appui.
La partenaire de bridge du jeudi de ma mère. Une femme qui s'est assise dans le salon de mes parents, à boire du thé glacé et à rire du club de lecture, puis qui est entrée dans un bureau de titre, et a juré sous serment, qu'elle m'avait vu signer un document, que je n'avais jamais vu. J'ai empilé les copies signées, et je les ai fait glisser à nouveau sur le bureau. Nathan les a classées dans un dossier, étiqueté Andlé contre Andlé. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé. J'ai considéré la question honnêtement. Soulagé d'en avoir fini, ai-je répondu. Pas satisfaite, ni vengée, juste l'impression d'en avoir terminé. Ce que l'on ressent après avoir achevé un long audit, quand les chiffres sont définitifs, et que le rapport n'est plus entre vos mains. Les appels ont commencé le lendemain de Noël, et n'ont pas cessé. Ma mère a appelé 14 fois en 2 jours. J'ai laissé chaque appel, aller sur la messagerie vocale. Les 3 premiers messages, c'étaient des pleurs. Les sanglots humides et saccadés, qu'elle avait perfectionnés, au cours de décennies de négociations émotionnelles. Au message 7, le ton est passé au marchandage. Nous pouvons nous asseoir, et parler de tout ça. Nous pouvons établir un plan de paiement. Au message 12, c'était de la colère. Tu vas le regretter, Christine. Tu te crois tellement supérieure à nous. Le message 14 était de mon père. Sa voix était réduite à quelque chose, que je reconnaissais à peine. Calme, enrouée, vieille. Je suis toujours ton père, a-t-il dit. Tu me dois bien ça. J'ai sauvegardé chaque message vocal, et je les ai tous transférés au bureau de Nathan. Diane a envoyé un email. Il était long. 9 paragraphes. Je l'ai lu une fois. Tu détruis cette famille, pour de l'argent. Papa pourrait aller en prison à cause de toi. Il a 63 ans. Christine, es-tu heureuse? Est-ce que ça te donne l'impression d'être puissante? Tu as toujours voulu être celle qui contrôle, et maintenant tu le es. Félicitations. Tu as gâché Noël. Tu as gâché la vie de maman et papa. Et tu t'es assuré, que mes enfants grandiront en se demandant pourquoi leur tante a décidé, que l'argent était plus important que les liens du sang. Elle a signé, ta sœur, Diane. Comme si j'avais oublié. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à Nathan, avec une note d'une ligne pour le dossier. Mon père a envoyé un texto, le 28. Je suis ton père. Tu me dois le respect. Je l'ai lu à la table de ma cuisine. La même table, où j'avais lu la tentative de culpabilisation de ma mère, 3 semaines plus tôt. La tasse dans ma main était chaude. La maison était calme. Personne ne me demandait de l'argent. Personne ne me disait que j'étais le problème. Le respect n'est pas un dû. Ça se construit. Et ils avaient dépensé chaque centime du mien. Le soir du Nouvel An, j'ai bloqué leur numéro. Je me suis assise sur mon canapé avec mon téléphone, et je l'ai fait méthodiquement. Mon père d'abord, puis ma mère, puis Diane, puis Greg. Parce que je savais que Diane essaierait d'utiliser son téléphone ensuite. Chaque blocage prenait 3 clics. Clic, clic, clic. 4 personnes, 12 clics, 12 adieux. Je n'ai pas ressenti de soulagement, à proprement parler. J'ai ressenti l'absence de bruit. Comme lorsqu'on quitte le sol d'une usine, après une journée de 12 heures. Vos oreilles bourdonnent pendant un moment, puis s'arrêtent, et le silence semble si étranger, que vous le confondez presque avec la solitude. Mais ce n'était pas de la solitude, c'était de l'espace. J'ai décoré le sapin, ce soir-là. J'avais acheté une boîte de boules argentées toute simple, à la quincaillerie de la route 9. Rien de sentimental, rien d'hérité. Je les ai accrochées une par une, pendant qu'une playlist que j'avais créée moi-même, s'échappait de l'enceinte de la cuisine. Pas de musique de Noël, juste des chansons que j'aimais. À 23h58, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro non enregistré. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. J'ai pensé qu'ils avaient trouvé une nouvelle faille. Mais c'était l'oncle Tom. Bonne année, Christine. Je suis désolé, de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'aurais dû poser plus de questions, quand ton père m'a dit que tu leur avais donné l'argent. Si tu as un jour besoin d'un témoin de moralité, je suis là. Sans condition. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu. Bonne année, oncle Tom. Merci.
Assez court, assez honnête. J'ai posé le téléphone, et regardé le sapin. Les ornements argentés, attrapant la lumière de la lampe. Un sapin de Douglas d'1,20 m, enfin habillé pour l'occasion. 3 semaines en retard. Dehors, des feux d'artifice ont éclaté, quelque part au-dessus de la crête. La nouvelle année commençait. Et pour la première fois en 8 ans, personne n'allait m'appeler le matin, pour me demander de l'argent. J'ai envoyé un texto à Nathan. Merci pour tout. On se voit au tribunal. 6 semaines après Noël, le grand jury a rendu les actes d'accusation. Diane Handley-Reeves, 2 chefs d'accusation, crime de faux au premier degré, fraude hypothécaire. Si elle était reconnue coupable des 2 chefs, elle risquait de 3 à 7 ans de prison d'État. Richard Handley, un chef d'accusation, conspiration criminelle en vue de commettre un faux, 2 à 5 ans. Patricia Handley, un chef d'accusation, complicité après le fait, spécifiquement le détournement délibéré de courrier pour entraver la détection de la fraude par la victime. L'accusation passible de 2 ans maximum, mais le bureau du procureur a indiqué qu'il recommanderait la probation, étant donné son implication directe limitée. Linda Puy, inculpation séparée, notarisation frauduleuse. Sa licence était déjà suspendue. L'accusation criminelle ajoutait la possibilité d'une peine de prison, et d'une interdiction permanente de pratiquer la profession de notaire, dans l'État de Pennsylvanie. Nathan m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, un mardi matin. J'étais à mon bureau au travail, en train de réviser un dépôt trimestriel pour un client. L'hypothèque a été annulée par le tribunal, a-t-il dit. L'enquête pour fraude du prêteur a confirmé la falsification. Le privilège sera retiré de votre propriété cette semaine. Votre titre de propriété sera net. Je l'ai noté sur mon bloc-notes. Privilège retiré. Titre net. Les 2 mêmes mots que j'écrirais sur le dossier d'un client, lorsqu'un litige était résolu. Et l'argent, ai-je demandé. Le procès civil est séparé. Nous poursuivrons la restitution, par ce canal-là. Mais les comptes professionnels de Diane sont déjà gelés dans le cadre de l'affaire pénale. La banque a signalé les virements, comme des produits de la fraude. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis resté un moment assise, à regarder mon bloc-notes. Les marques de stylo étaient nettes. Les marges étaient régulières. Tout était en ordre. Ma maison était de nouveau à moi. Mon nom était de nouveau à moi. Les signatures qui comptaient, les vraies, étaient toutes là où elles devaient être. Dans les petites villes, les nouvelles circulent par les cuisines et les parkings, plus vite que n'importe quel gros titre. En février, tout le monde à Ridgemont était au courant. Les détails variaient selon la personne qui racontait l'histoire, mais les faits essentiels demeuraient. La famille Handley avait falsifié la signature de sa plus jeune fille, contracté un prêt d'1/4 million de dollars sur sa maison, et l'avait dépensé. La fille avait appelé le shérif la veille de Noël. Rivestable a commencé à perdre des réservations en quelques semaines. Les habitués qui y mangeaient tous les vendredis, ont arrêté de venir. Une critique est apparue en ligne, qui disait simplement « difficile de savourer un dîner », en sachant que la propriétaire a commis une fraude hypothécaire, contre sa propre sœur. Puis une autre. Puis 3 de plus. En mars, la salle à manger était à moitié vide le samedi soir. Greg Reeves a demandé le divorce le jour de la Saint-Valentin. Le timing n'était pas poétique. Il était stratégique. Son avocat lui a conseillé de séparer ses actifs de ceux de Diane, avant que l'affaire pénale n'aille plus loin. Il a déménagé chez son frère à Allentown, et n'a pas contesté la garde des enfants. Il est juste parti. Les contacts professionnels qui restaient à mon père, se sont évaporés. Un entrepreneur avec qui il travaillait depuis 15 ans, a appelé l'oncle Tom et a dit, si Richard est capable de faire ça à sa propre fille, je ne peux pas lui faire confiance sur une simple poignée de main. Le téléphone a arrêté de sonner. Ma mère a perdu son statut à l'église Grèce-Lutran. Pas officiellement. Les églises ne publient pas de communiqués de presse. Mais les femmes qui s'étaient assises avec elle à l'étude biblique pendant 20 ans, ont cessé de lui garder une place. Les invitations au repas partagés ont cessé d'arriver. Patricia Handley, qui avait passé des décennies à se forger une réputation de mère dévouée, et de pilier de la communauté, s'est retrouvée à déjeuner seule. Tout cela ne m'a procuré aucun plaisir. Je ne suivais pas les critiques en ligne.
Je ne traquais pas la procédure de divorce. L'oncle Tom mentionnait ces choses lors de nos appels téléphoniques. Des mises à jour désinvoltes, livrées de la manière dont on rapporterait la météo dans un comté voisin. J'écoutais. Je ne faisais pas de commentaires. Les faits faisaient leur propre travail. Je n'avais pas besoin d'aider. Diane a tenté une dernière chose. Elle le fait toujours. Début mars, elle a posté un message sur Facebook. Le message était long, soigneusement formulé, et conçu pour recadrer toute l'histoire, en se plaçant au centre. Je n'aurais jamais pensé que j'écrirais quelque chose comme ça. Ma propre sœur a transformé les luttes privées de notre famille en un cauchemar juridique. Je suis mère de 2 enfants magnifiques, et je pourrais aller en prison, parce que j'ai essayé de sauver mon entreprise, et d'aider mes parents vieillissants. Tout ce que j'ai jamais fait, c'est essayer de garder cette famille unie. Et Christine a décidé que ce n'était pas suffisant. L'argent comptait plus pour elle que les liens du sang. Je demande des prières et du soutien pendant la période la plus difficile de ma vie. Elle a ajouté l'étiquette avec un emoji cœur brisé et un emoji main en prière. Elle a laissé les commentaires ouverts. Le premier commentaire venait d'une femme avec qui Diane était allée au lycée. Je prie pour toi, maman. Il a eu 4 likes. Le deuxième commentaire venait de quelqu'un que je ne connaissais pas. Tu n'as pas falsifié sa signature sur une hypothèque? Ce n'est pas aider ta famille. C'est un crime. Le troisième commentaire venait d'un ancien client de Rivestable. Tu as volé ta propre sœur, et tu demandes des prières. En l'espace d'1 heure, la publication a eu 47 commentaires. 41 d'entre eux étaient contre elle. Des gens que je n'avais jamais rencontrés, citant des détails des documents judiciaires, qui étaient devenus du domaine public. Quelqu'un a posté un lien vers le registre du tribunal du comté. Diane a supprimé la publication au bout de 3 heures. Je n'ai rien vu de tout cela en temps réel. L'oncle Tom m'en a parlé la semaine suivante, en secouant la tête au téléphone. Elle pensait pouvoir retourner la situation, a-t-il dit. Comme elle l'a toujours fait. Je n'ai pas fait de commentaires. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas répondu aux 3 personnes qui m'avaient identifié sur des captures d'écran. Le silence est une déclaration en soi. J'avais déjà fait la mienne, sur papier. Le printemps est arrivé lentement cette année-là, comme il le fait en Pennsylvanie. Quelques jours chauds, puis du gel, puis des semaines de boue, avant que le ver ne s'installe enfin. En avril, mon cabinet m'a offert une promotion. Gestionnaire principal, voie vers le statut d'associé. Ma superviseure me l'a annoncé autour d'un café dans son bureau, de façon décontractée, comme si ce n'était pas ce pourquoi j'avais travaillé, pendant une décennie. Vos chiffres ont été solides toute l'année, a-t-elle dit. Et votre taux de fidélisation de la clientèle est le meilleur du département. J'ai accepté. Nous nous sommes serrés la main. Je suis retourné à mon bureau, je me suis assise, et j'ai réalisé que mes mains ne tremblaient pas. 1 an plus tôt, cette promotion aurait été suivie d'un appel téléphonique. Ma mère demandant de l'aide pour le chauffe-eau. Mon père ayant besoin d'argent pour les impôts. Diane se demandant si je pouvais investir un peu plus dans le restaurant. Chaque étape professionnelle importante s'était accompagnée d'une facture familiale. Ma cote de crédit s'est rétablie en mars. Le privilège a disparu. L'hypothèque frauduleuse a été annulée. Le renouvellement de ma licence de CPA a été accepté, sans aucun signalement. La bombe à retardement qu'ils avaient placée sous ma carrière avait été désamorcée. J'ai loué la propriété d'Oakland à un jeune couple. Des professeurs, tous les 2. Ils ont signé un bail en bonne et due forme, ont payé le premier et le dernier mois de loyer, et ont accroché une mangeoire à oiseaux sur le porche, là où se trouvait autrefois la couronne de Noël de ma mère. J'aimais bien ça. En mai, j'ai commencé à consulter un thérapeute. Non pas parce que j'étais brisé. Mais parce que je voulais comprendre pourquoi je m'étais laissé devenir la ligne de crédit de la famille, pendant 8 ans, sans exiger un seul reçu. La réponse n'était pas simple, et le travail n'était pas fini. Mais j'y travaillais. L'oncle Tom appelait un dimanche sur 2. Nous parlions des filles, de la météo, de son nouveau coin de pêche sur la Susquehanna. Nous ne parlions pas de l'affaire, à moins qu'il ne l'aborde en premier. La famille,
ça ne devait pas forcément être tout ou rien. Les accords de plaidoyer sont arrivés en juin. Diane Handley-Reeves, 18 mois de prison d'État, suivi de 3 ans de probation surveillée. Restitution intégrale de 180 000 $. La condamnation pour crime grave la suivrait en permanence, sur chaque demande d'emploi, chaque vérification d'antécédents, chaque contrat de location, pour le reste de sa vie. Reeves Table a fermé ses portes la semaine précédant la condamnation. L'enseigne a été démontée un jeudi. Le vendredi, les fenêtres étaient recouvertes de papier. Richard Handley, peine de 12 mois avec sursis, 200 heures de travaux d'intérêt général. Restitution de 65 000 $, payable sur 5 ans. L'accusation de conspiration resterait dans son casier. À 63 ans, avec une licence d'entrepreneur révoquée et un plaidoyer de culpabilité, sa vie professionnelle était effectivement terminée. Patricia Handley, 2 ans de probation, restitution de 40 000 $, travaux d'intérêt général. L'accusation de complicité était la plus légère des 3. Mais dans une ville de la taille de Ridgemont, un casier judiciaire est une lettre écarlate, qui ne s'efface pas. Linda Puy, révocation permanente de son mandat de notaire. Accusation de fraude distincte en cours. Son nom a été publié dans le bulletin disciplinaire de l'État. Chaque société de titres de la région a reçu l'avis. Nathan m'a envoyé les résumés des condamnations par email, un mercredi après-midi. Je les ai lus à mon bureau, entre 2 rendez-vous avec des clients. Chaque entrée était un paragraphe. Chaque paragraphe était une vie bouleversée. Je n'ai pas assisté aux audiences de condamnation. Je n'avais pas besoin de voir leur visage, quand le juge lisait les conditions. Je n'avais pas besoin de regarder mon père se tenir debout dans une salle d'audience. Ou ma sœur franchir un détecteur de métaux. Ou ma mère s'asseoir seule, sur le banc du public. Nathan m'a demandé si je voulais faire une déclaration sur les conséquences, en tant que victime. J'ai décliné. Les documents parlent d'eux-mêmes, ai-je dit. Il a hoché la tête. Il comprenait. Le dossier de l'affaire racontait toute l'histoire. Chaque chiffre, chaque signature, chaque virement, chaque mensonge qui avait cru pouvoir se cacher, derrière le mot famille. C'est l'été maintenant, juillet. Une année entière s'est écoulée, depuis que quelqu'un s'est assis dans un bureau de titre, et a signé mon nom sur un prêt, que je n'avais jamais autorisé. Je suis assise sur mon porche d'entrée dans la lumière du soir. Le genre de lumière, qui donne l'impression que tout a été trempé dans du miel. La clôture, le jardin que j'ai commencé en mai, la boîte aux lettres au bout de l'allée, qui me livre mon courrier à moi, et à personne d'autre. Je repense à cette photographie, parfois. Celle de Noël 1998. 8 ans, 2 tresses, un ours en peluche avec un nœud rouge, les genoux de mon père, la main de ma mère se tendant vers le retardateur de l'appareil, le sourire de Diane. Cette famille a existé, autrefois. Ou peut-être, n'a-t-elle existé que sur la photographie. Une version glacée de format 10x15, de ce que nous voulions être. La vraie version, prenait déjà forme en dessous. Le favoritisme, le sentiment d'avoir tous les droits, le lent calibrage de qui donnait, de qui prenait, et de qui devait se taire, à propos de la différence. Je ne les déteste pas. Je veux être clair à ce sujet. La haine est une sorte d'attachement, et j'ai passé assez d'années, attaché à des personnes, qui traitaient ma générosité comme une obligation, et mon silence comme un consentement. Mon père fait ses travaux d'intérêt général au parc du Comté, ramassant les détritus le long du sentier nature, 3 matins par semaine. C'est l'oncle Tom qui me l'a dit. Il a dit que mon père avait l'air plus mince, plus vieux. Je n'ai pas demandé de détails. Ma mère vit chez tante Suzanne maintenant. L'approbation exige une adresse stable. Je ne sais pas s'il parle de moi. Je ne demande pas. Diane est dans un établissement à sécurité minimale, à 2 comtés d'ici. Je ne sais pas à quoi ressemblent ses journées. Je ne lui rends pas visite. Elle ne m'a pas écrit, et je ne lui ai pas écrit. La maison est calme ce soir. Mais c'est mon genre de calme. Choisi, non imposé. Je garde une courte liste de règles, désormais. Je les ai écrites sur une fiche Bristol, et je les scotchées à l'intérieur de mon placard de cuisine, à côté de l'étagère à épices. Personne ne la voit à part moi. 1. Je ne prête pas d'argent à ma famille. Si je choisis de donner,
c'est un cadeau sans attente de retour. Si je n'ai pas les moyens de le donner, je ne fais pas de chèque. 2. Je ne fournis pas de logement gratuit. Ma propriété locative a un bail, un dépôt de garantie, et un calendrier de paiement. Les locataires sont des locataires. La famille est la famille. Les catégories ne se chevauchent pas. 3. Je ne réagis pas à la culpabilité, comme tactique de négociation. Si quelqu'un me dit que je suis égoïste d'avoir des limites, c'est la confirmation que la limite est nécessaire. 4. Je ne porte pas les urgences financières des autres. Je peux offrir une recommandation, un conseiller en crédit, un travailleur social, un bureau d'aide juridique. Je ne peux pas offrir ma signature. Ce ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des murs construits par colère. Ce sont des garde-fous. Le genre qu'on installe, après avoir vu ce qui se passe, quand la route n'en a pas. Je parle toujours à l'oncle Tom. Nous avons dîné le mois dernier dans un dîner, resto typique, à mi-chemin entre Ridgemont et ma ville. Un terrain neutre, c'était sa suggestion. Il a commandé le pain de viande. J'ai commandé un club sandwich à la dinde. Nous n'avons pas parlé de l'affaire. Nous avons parlé du nouveau travail de sa fille Jenny, et de la possibilité que les Phillies aient assez de lanceurs pour faire un bon parcours, cette année. C'est à ça que ressemble la famille pour moi, maintenant. Une banquette de dîner. Une conversation honnête. Personne ne doit rien à personne, à part la vérité. J'ai écrit une lettre à moi-même, la semaine après la condamnation. Pas pour l'envoyer. Juste pour la garder. Une page, manuscrite, pliée dans une enveloppe, et glissée dans le même placard où se trouve la fiche Bristol. Elle dit tout ce que j'avais besoin d'entendre, et que personne dans ma famille n'a jamais dit. Je la lis une fois par mois. Puis je ferme le placard, et je prépare le dîner. Si vous regardez cette vidéo, et que vous reconnaissez quelque chose. Les tentatives de culpabilisation, l'excuse du « mais nous sommes une famille », le lent assèchement de vos économies, de votre patience, et de votre respect pour vous-même. Je veux que vous entendiez ceci, de la part de quelqu'un qui a été de l'autre côté. Poser une limite, ce n'est pas une trahison. C'est de la survie. J'ai passé 8 ans à faire des chèques, à ravaler ma frustration, et à me dire que l'amour signifiait ne jamais réclamer d'équité. Je me disais que les bonnes filles absorbent les coups. Que préserver la paix, c'était la même chose que de préserver la famille. Qu'un prêt de plus, une faveur de plus, une année de silence de plus, suffirait enfin à gagner le respect que je poursuivais, depuis que j'étais gamine, assise sur les genoux de mon père. Cela n'allait jamais être suffisant. La ligne d'arrivée recule, à chaque fois que vous l'atteignez. Les gens qui prennent de vous, sans aucune gratitude, ne s'arrêteront jamais d'eux-mêmes, parce que vous leur avez appris que prendre est gratuit. Je ne voulais pas appeler le shérif, la veille de Noël. Je ne voulais pas être assise dans le bureau d'un avocat, à lire des virements bancaires, avec les noms de ma famille écrits dessus. Je ne voulais rien de tout cela. Mais je voulais garder ma maison. Je voulais garder ma carrière. Je voulais garder la vie que j'ai construite, de mes propres mains, sous mon propre nom, et avec mes propres semaines de 60 heures. Et quand le choix s'est résumé à me protéger moi-même, ou à protéger les personnes qui me volaient, je me suis choisi, moi. Ils m'ont traité de personne froide. Ils m'ont traité d'égoïste. Ils m'ont appelé la comptable. Comme si c'était la pire chose qu'une personne puisse être. Mais j'ai toujours ma maison. J'ai toujours mon nom. J'ai toujours ma tranquillité d'esprit. Et pour la première fois de ma vie, c'est suffisant. La famille n'est pas une dette. Et l'amour ne devrait jamais exiger de garantie. Je suis passé devant Oakland, le week-end dernier. La propriété locative a un aspect différent, maintenant. Le jeune couple, les professeurs, ont peint les volets en vert sauge. Il y a un potager le long du côté sud de la maison, là où se trouvaient autrefois les rosiers de ma mère. Un tricycle trône sur le porche, rouge vif, renversé sur le côté, comme si quelqu'un l'avait lâché au milieu de sa course. Une petite fille, de 4 ans peut-être, a couru à travers la cour pour chasser un chien. Un bâtard avec un bandana autour du cou. Elle riait de la façon dont les enfants rient, lorsqu'ils ont oublié que quelqu'un les regarde. Du bruit pur. De la joie pure. J'ai ralenti la voiture, mais je ne me suis pas arrêté.
La maison était chaleureuse, occupée, et entretenue. C'était suffisant. J'ai conduit jusqu'à chez moi, me suis garé dans mon allée, et j'ai coupé le moteur. Le drapeau de la boîte aux lettres était levé. Le facteur était passé, pendant mon absence. J'ai descendu l'allée à pied, et j'ai ouvert la boîte. Une facture d'électricité. Une carte postale de l'oncle Tom, envoyée d'un voyage de pêche dans les Poconos. Un catalogue de meubles, auquel je n'étais pas abonné. Tout cela m'était adressé. Tout cela était livré chez moi. Personne ne l'avait réacheminé. Personne ne l'avait intercepté. Personne n'était en train de lire mes relevés bancaires, à une table de cuisine à 100 km de là, en calculant combien il pourrait encore me prendre. J'ai porté le courrier à l'intérieur, je l'ai posé sur le comptoir, j'ai accroché mes clés, sur le crochet près de la porte. Le seul crochet. La seule clé. La maison était calme. Le soleil de fin d'après-midi traversait la fenêtre de la cuisine et formait un rectangle d'or sur le sol. Les ornements argentés du réveillon du Nouvel An étaient toujours sur le sapin, que j'avais déplacé sur une étagère, pour en faire une décoration à l'année. Ils attrapaient la lumière et envoyaient de minuscules cercles brillants, tournoyés au plafond. Je m'appelle Christine Andlé, et c'est ma maison. Voilà, c'est mon histoire. Et je veux savoir, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti cette nuit-là, ou seriez-vous entré? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, cliquez sur s'abonner, pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai laissé un lien dans la description. C'est une autre histoire, sur quelqu'un qui a refusé de rester silencieux. Merci d'être là.